sombre. Le dernier polar de 2025 avec Denzel Washington est désormais en ligne. David King est un puissant baron de la musique. Grâce à sa fortune, il vit dans le luxe et le confort. Ce jour-là, son fils Trey doit aller à son cours de basket. David le dépose à l'école mais, pris par une réunion importante, il ne reste pas avec lui. De retour à son bureau, un ami lui annonce une terrible nouvelle, une société concurrente prépare un rachat. Un seul de ses associés pourrait investir ailleurs et en tirer une grosse somme, tout en restant conseillé. Mais pour David King, cette entreprise est le fruit de 25 ans d'efforts. La culture afro-américaine, sa musique, c'est toute sa vie. Remettre sa société aux mains du capital reviendrait à sacrifier cet héritage. Déterminé à défendre sa vision artistique, il doit pourtant faire face à de graves difficultés financières. L'entreprise accumule les pertes et il craint un vote défavorable du conseil d'administration. Pour sauver sa société, David rédige en secret un contrat d'action et supplie son ami de lui transférer ses parts. Peut-être touché par sa sincérité, l'ami accepte finalement, mais à condition que David King prépare l'argent avant le vote. Or, David n'a pas les fonds nécessaires. Il demande alors à sa femme de l'aider, vendre des actions, mettre leur maison en hypothèque, n'importe quoi pour rassembler l'argent. Son épouse s'inquiète, investir toutes leurs économies dans une société déficitaire, n'est-ce pas courir à la faillite? Elle le supplie de ne pas prendre ce risque insensé. Mais David, obstiné, refuse de lâcher prise. Alors que la tension monte entre eux, un appel téléphonique interrompt leur dispute. À l'autre bout du fil, une voix glaciale, leur fils Trey vient d'être enlevé, et une rançon est exigée. Bouleversé, son épouse s'effondre. David garde son sang-froid et alerte aussitôt la police. Une cellule spéciale se rend immédiatement chez eux. L'inspecteur prend en charge l'affaire. Les ravisseurs réclament 17 millions de dollars en billets de 1000, promettant de rappeler dans la soirée. La mère de Trey supplie qu'on paie sans hésiter, peu importe la somme, tant que son fils revient sain et sauf. Redoutant que la police ne prenne pas l'affaire au sérieux, elle insiste. Les policiers la rassurent, qu'il s'agisse d'un enfant riche ou pauvre, chaque enlèvement est traité avec la même gravité. Fort de leur expérience, les enquêteurs rappellent que la majorité des kidnappings sont commis par des proches, des gens qui connaissent parfaitement la famille. David comprend l'allusion, les policiers soupçonnent un coup venant de l'intérieur. David s'indigne et nie catégoriquement, ce qui crée un malaise. Habitué à diriger, il supporte mal d'être suspecté. Mais il n'a pas le choix, il doit coopérer. La police passe aussitôt au peigne fin les caméras de surveillance et interroge le voisinage. Mais aucune piste sérieuse n'émerge. L'enlèvement du fils d'un baron de la musique fait rapidement la une des journaux, et les médias rappellent les heures de gloire passées de David King. Pour lui, c'est un double supplice, sa carrière décline, et la vie de son fils est menacée. L'attention des enquêteurs se porte alors sur le chauffeur de la famille, jugé très suspect. La police le considère comme un suspect sérieux, mais David, qui connaît sa loyauté, refuse de le croire coupable. Alors que l'ambiance devient tendue, un miracle se produit, on retrouve l'enfant sain et sauf. Le soulagement de David et de sa femme est immense. Leur fils est enfin de retour. En voyant l'enfant revenir sain et sauf, le couple se précipite, bouleversé, pour l'enlacer. Mais le chauffeur Paul Christopher reste figé sur place, son propre fils, Kyle, jouait justement avec Trey au moment du rapt. Les kidnappeurs se sont trompés de cible, enlevant par erreur Kyle Christopher le fils du chauffeur au lieu de celui de David. Lorsqu'ils sont partis, Trey portait le sac d'école de son camarade, ce qui a provoqué la confusion. Le chauffeur, sous le choc, ne sait plus comment réagir. Sous le choc, le chauffeur s'effondre. Fou de douleur et accusé par la police, il explose de colère. Les agents, excédés, le chassent brutalement. Plus tard, Trey raconte ce qui s'est passé, lui et son ami avaient séché les cours pour aller jouer et acheter des friandises. Ils s'étaient donné rendez-vous à l'épicerie, mais Trey avait attendu en vain. Son camarade n'est jamais revenu. Le chauffeur cherche à en savoir plus, mais l'enfant n'a rien d'autre à dire. David demande qu'on laisse le garçon se reposer. Les policiers confirment qu'ils ont bien enregistré sa déposition. Peu à peu, le chauffeur retrouve son calme. Les deux enfants sont amis d'enfance, inséparables. Désormais, seul David King a le pouvoir de sauver l'otage. Soudain, le téléphone retentit de nouveau. Guidé par les enquêteurs, David prend l'appel. Les ravisseurs découvrent qu'ils ont commis une erreur, ils n'ont pas enlevé Trey King, mais l'autre garçon. Embarrassés, ils refusent pourtant de reculer. Ils exigent toujours 17,5 millions de dollars. S'ils refusent de payer, ils menacent de tuer l'enfant. L'atmosphère devient soudain pesante. Malgré tous leurs efforts, la police n'a fait aucun progrès. Aucune piste sur le signal téléphonique, aucune trace des ravisseurs. La seule déduction possible, pourquoi avoir exigé des billets de 1000? Car avec des coupures de sang, la rançon pèserait 175 kilos, impossible à transporter. Avec des billets de 1000, cela ne fait que 32 kilos. À l'idée que son fils puisse mourir, le chauffeur est déchiré. Il supplie David de l'aider, assurant que la police récupérerait l'argent et qu'il était prêt à mettre sa vie en gage. Mais 17,5 millions, c'est une somme colossale, si ça tourne mal, la sanction serait lourde. David, sceptique, rétorque, et si quelque chose se passe mal, que mets-tu en jeu? Paul sait que, pour David, l'aider serait un geste de cœur,
pas un devoir. Pour sauver son fils Kyle, Paul va jusqu'à menacer de révéler certains secrets compromettants sur David. Ce dernier, accablé, pense à tous ceux qui dépendent de lui et qui ne cessent de lui réclamer. Ses dettes s'accumulent jusqu'en Europe. Il a déjà eu 1000 fois l'envie de tout faire exploser. Face à ce malheur, il se sent impuissant. L'entretien se termine sur une note glaciale. Peu après, un ami proche de David vient le voir. David lui explique toute la situation et précise que Paul l'a supplié. Mais il ne se voit pas sortir une telle somme. S'il paie, il ne pourra plus racheter son entreprise. Pourtant, son ami n'est pas de cet avis. Selon lui, si l'opinion publique apprend qu'il a laissé mourir le fils de son chauffeur pour sauver sa société, la maison de disques sera ruinée par le scandale. Ce conseil plonge David dans une réflexion douloureuse. Hésitant, il demande aussi l'avis de sa femme, mais sa réponse le laisse encore plus désemparé. Il finit alors par interroger son fils. Sur les réseaux, une vague de haine explose, les internautes affirment que c'est Trey qui aurait dû être kidnappé à la place. Accablé, le garçon s'effondre et supplie son père de payer la rançon. David reste partagé, mais devant les rêves de son fils, il ose lui dire la vérité la plus dure avec des mots tendres. Peu à peu, même sa famille et ses proches se détournent de lui. Alors qu'il est au comble du désarroi, l'inspecteur entre soudain. Il conseille de gagner du temps avec les ravisseurs. David doit faire semblant d'accepter la transaction des deux mains, afin de permettre à la police de mieux se préparer. David garde le silence. L'inspecteur, comprenant, s'éclipse discrètement. Après une longue nuit de dilemme, David finit par accepter de payer. À cette annonce, Paul respire enfin. Le lendemain, des piles de billets de 1000 sont étalées sur la table, 17,5 millions au total. Le kidnappeur appelle pour fixer le lieu de l'échange, la ligne 4 du métro. David doit monter dans une rame, il recevra les instructions une fois à bord. Avant de partir, il glisse aussi dans le sac le bracelet de sa femme, qu'elle exposait toujours sur les réseaux, un geste qui met tout le monde mal à l'aise. Sa femme, consciente, retire le bijou sans protester. L'argent est prêt. La police met alors en place un plan minutieux. Le sac contient un traceur, des agents accompagneront David dans le métro, et d'autres équipes quadrilleront les stations, tandis que des patrouilles veilleront en surface. Une sécurité totale. À l'heure convenue, David prend place dans la rame. Mais les ravisseurs avaient anticipé. Profitant du défilé d'une fête portoricaine, ils se sont fondus dans la foule, remplissant le métro de passagers. Pour protéger la rançon, David laisse sa place et se tient prêt. Alors que la rame approche du point de rendez-vous, le ravisseur appelle et lui ordonne d'aller à l'interconnexion entre deux wagons. La foule est dense, les enquêteurs n'arrivent pas à le suivre immédiatement. Arrivé dans le couloir, David se retrouve seul. Le ravisseur lui ordonne de poser le sac. David refuse, exige de voir l'otage. Aussitôt, les kidnappeurs provoquent un freinage d'urgence. Dans la violente secousse, le sac échappe des mains de David et tombe au milieu de la foule. Aussitôt, les complices le récupèrent et disparaissent dans le chaos. La police se lance à leur poursuite grâce aux traceurs, mais les ravisseurs passent de main en main le sac, se fondent dans la masse et parviennent à semer les agents. Pour brouiller encore plus la piste, ils échangent le sac contre un leurre, entraînant les policiers dans une impasse. Quand la supercherie est découverte, il est trop tard, les vrais billets ont disparu. Peu après, les ravisseurs relâchent Kyle Christopher. Paul devient un héros aux yeux de tous, mais la réalité est amère, il a tout perdu. À l'hôpital, la police bombarde Kyle de questions. Épuisé, le garçon a besoin de repos, mais les enquêteurs insistent lourdement. Excédé, Paul proteste. Voyant la scène, David préfère quitter la pièce. Dès le lendemain, David est convoqué par le conseil d'administration. Les 17,5 millions envolés devaient servir à racheter les parts de sa société. Sans cet argent, dans les 2 semaines, les créanciers lanceront des poursuites, et il risque même la prison pour fraude. Lui qui avait tout mis en jeu, sa fortune, sa maison, ses actions, se retrouve ruiné. Acculé, David n'a plus d'autre choix que de céder, il envisage de vendre ses parts pour combler le gouffre. À son insu, les dirigeants ont profité du buzz créé par l'affaire de l'enlèvement. La musique de la maison de disques a gagné une énorme exposition, les ventes se sont envolées. Ils ont donc unilatéralement rejeté la proposition de rachat de leur associé, ce qui fut ressenti comme une trahison. Désemparé, David resta seul dans le vent glacé du désespoir. Mais, au moment où tout semblait perdu, une chanson entendue par hasard lui offrit un nouvel espoir. Pendant sa captivité, Kyle avait été enfermé dans une petite pièce close, où il entendait sans cesse une même musique. En écoutant attentivement, David réalisa qu'il s'agissait du morceau qu'il avait justement entendu dans ses écouteurs. Il courut aussitôt à l'hôpital pour demander confirmation au fils du chauffeur. Kyle répondit sans hésiter. Cela signifiait que le rappeur surnommé Young Felon était bien l'un des ravisseurs. Doué d'une oreille exceptionnelle, David reconnut immédiatement la voix du kidnappeur comme étant la même que dans les enregistrements de rap. Mais la police n'ayant pas de preuves formelles, il fallait comparer scientifiquement les enregistrements téléphoniques avec sa musique. Le temps pressait. Un jour de retard, et les ravisseurs auraient déjà disparu avec l'argent. Impossible d'attendre la lourdeur des procédures. David décida d'agir seul. Avec l'aide du chauffeur, ils retrouvèrent rapidement l'adresse du suspect et foncèrent en voiture. Par précaution, Paul avait emporté une arme. Mais à l'ouverture de la porte, ce fut la femme de Young Felon qui apparut. Reconnaissant immédiatement David, elle lança en riant qu'on le voyait trop souvent à la télévision ces derniers temps. Apprenant que Young Felon n'était pas à la maison,
David engagea la conversation. La femme, bavarde, laissa échapper qu'il passait tout son temps dans un studio d'enregistrement tout proche, où il s'était enfermé depuis 2 semaines. C'est alors que David remarqua le bracelet qu'elle portait, c'était exactement celui de sa propre épouse. Prétextant vouloir acheter le même bracelet pour sa femme, David réussit à obtenir une preuve du crime. Sans attendre, ils se dirigèrent vers le studio. Pour plus de sécurité, ils se séparèrent, David entra par devant, Paul couvrit l'arrière. Dans le vacarme de la musique, Young Felon répétait un morceau, absorbé dans son univers. David coupa brutalement le son, le jeune homme surpris, se retourna. David perçut immédiatement le talent brut du jeune rappeur. Ironie du sort, Young Felon avoua qu'il avait toujours rêvé de croiser David pour qu'il écoute ses chansons. Jamais il n'aurait pensé que leur rencontre aurait lieu ainsi. David tenta de l'apaiser par des paroles, mais Young Felon choisit la fuite. Réactif, Paul tenta de le bloquer, mais le jeune rappeur réussit à l'éviter et s'échappa. Heureusement, la blessure de Paul était légère. David poursuivit le fugitif dans les rues. La chasse s'intensifia, jusqu'à ce qu'il se retrouve dans une rame de métro. Young Felon tenta une attaque par surprise, mais David, robuste, le neutralisa sans peine. Les 17,5 millions furent récupérés. David sauva non seulement sa famille, mais aussi sa société. Son courage fit de lui un héros et redonna un souffle nouveau à sa maison de disques, dont les ventes explosèrent. Ainsi, d'un malheur est née une renaissance, l'affaire de l'enlèvement permit à David King de retrouver sa dignité et son pouvoir. Denzel Washington livre une performance magistrale, portée par une mise en scène tendue et des dilemmes moraux saisissants. Le film se distingue comme un thriller philosophique, où chaque choix du héros soulève la question du sacrifice, doit-on sauver une vie au prix de tout perdre, ou préserver ses biens et affronter le jugement impitoyable du monde ? Difficile de ne pas voir ici une véritable prise d'otage morale. Déchiré, le héros finit par céder à l'appel de sa conscience, même si cela menace sa position sociale. Le contraste est saisissant, la police courbe l'échine devant les puissants, mais traite avec arrogance et mépris les plus modestes, tel le chauffeur Paul. Aussi cruel que cela paraisse, c'est bien le reflet de la vie et de la réalité. Voilà qui conclut notre récit. Merci à tous pour votre attention.